Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Ali Rdiri ne quittera pas la prison en juin prochain. L'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2019 a vu sa peine de 4 ans de prison ferme alourdie par la cour d'Alger. Le verdict est tombé tard dans la nuit de mardi le 16 mai. Le général-major à la retraite a écopé de 6 ans de prison ferme assorti de sa privation de ses droits civiques et politiques pendant 10 ans. Le parquet avait requis une peine de 10 ans de prison ferme, accusé d'atteinte au moral de l'armée en temps de paix. Ali Rdiri a été arrêté en juin 2019 et incarcéré depuis, jugé en première instance devant le tribunal de Dal Beida en septembre 2021. Il a été condamné à 4 ans de prison ferme, peine confirmée en appel en janvier 2022. Il devait purger sa peine le 12 juin prochain. L'aggravation de sa condamnation, alors que tout le monde attendait sa libération, est un très mauvais signal. Le pouvoir que représente Tebboune Chingriha se réduit à mesure que passent les jours. Les prisons se remplissent encore de détenus d'opinion. La machine judiciaire crache les verdicts arbitraires tous les jours, laissant aux citoyens le goût d'une justice qui n'en est pas une. Pourquoi la peine de Ali Rdiri a été alourdie alors qu'il lui restait 27 jours pour sa libération? Qu'est-ce qui se passe au sommet du régime? Sa condamnation est-elle liée au deuxième mandat de Tebboune? On lui reproche d'atteinte au moral de l'armée en temps de paix. Où sont ces hauts gradés de l'armée qui ont délapidé les deniers publics? Les hauts gradés en poste ou en retraite qui ont abusé de leur position pour s'enrichir. Pourquoi on ne les a pas jugés? Tous les responsables qui ont poussé par leur politique des milliers d'Algériens à la fuite, à quitter leur pays, à la harga, avec chaque année des dizaines de morts. Pourquoi on ne les a pas jugés pour atteinte au moral des Algériens et à leur vie? Pourquoi on n'a pas jugé tous les responsables des crimes contre l'humanité qu'a subi le peuple algérien dans les années 90? On continue à faire subir au peuple algérien et à l'Algérie tout entière les pires atteintes, l'injustice, le manque de liberté, le crime contre l'humanité, la pauvreté et par-dessus de tout, sa dignité et son existence, tout simplement. Ali Rdiri condamné à 6 ans ferme, un procès politique. Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, qui est journaliste. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. C'est Hicham Rahbabik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, Nassar, et bonjour et salutations à tous les téléspectateurs de la chaîne Maralibia. Merci beaucoup, Hicham Aboud. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Karim Tabou, qui est opposant politique. Il sera avec nous depuis Alger, par téléphone. On va commencer cette émission avec vous, Hicham Aboud. Comment vous avez trouvé donc cette condamnation de Ali Rdiri? Il restera donc en prison, condamné encore à 6 ans ferme. Il a passé 4 ans. Pourquoi, d'après vous? D'abord, cette prolongation de l'emprisonnement était prévisible. Dès qu'ils ont arrêté la date du procès en appel, à la dernière minute, de manière très précipitée, et dans des conditions qui en disent long sur les intentions
des décideurs en Algérie. Donc c'est prévisible qu'Ali Ardili allait voir son emprisonnement se prolonger d'au moins une année. Au moins une année. Là, ils ont fait 2 ans. Pourquoi cette prolongation? Tout simplement parce que la fraude de la présidentielle de 2024 a commencé avec le procès de Ali Ardili. Ali Ardili est le seul prisonnier politique en Algérie, puisque c'est un ancien candidat à la présidentielle de 2019, et c'est un homme qui a quand même des convictions politiques. Il n'est pas venu à la politique de manière fortuite. C'est un ancien officier qui est titulaire d'un diplôme en sciences politiques et en relations internationales. Ceci en outre ses diplômes universitaires et militaires. Donc c'est un intellectuel. Ali Ardili est arrivé à la politique comme tout Algérien qui croit en l'Algérie, qui a des convictions pour servir l'Algérie, et ces convictions ont été forgées dans l'institution militaire à laquelle adhéraient les Algériens dans les années 70 par conviction et non pas par mercantilisme ou par je sais quel esprit. Dans les années 70, Ardili s'était engagé dans l'armée algérienne en 73 ou 74, parce que, comme beaucoup d'Algériens qui s'étaient engagés à l'époque, c'est tous des universitaires, s'étaient engagés par conviction parce que l'armée algérienne était le cadre idéal pour servir l'Algérie. L'armée algérienne, dans ces années 70, n'était pas une armée cantonnée dans les casernes ou sur les frontières. C'était une armée qui construisait la transsaharienne, qui allait d'Alger jusqu'aux frontières du Niger et aux frontières du Mali. Elle construisait le barrage vert, elle construisait des routes, elle construisait des villages agricoles et elle soignait les Algériens dans les zones déshéritées. Voilà ce que c'était l'Algérie et voilà pourquoi des Algériens par milliers avaient adhéré à cette armée. Le jour où il a quitté cette armée, Ardili avait donc suffisamment de convictions pour servir l'Algérie, maintenant en dehors du cadre militaire. Ayant constaté la désertification de la scène politique algérienne préméditée par le régime en place, il s'est porté candidat à la présidentielle. Mais avant de se porter candidat à la présidentielle, excuse-moi, je termine. Ardili, comme il était directeur du personnel, des ressources humaines au ministère de la Défense, il connaît tout ce personnel militaire, puisque durant 15 années, il avait leur dossier. C'est-à-dire à chaque promotion, à chaque radiation, à chaque recrutement, tout passait par lui. Il connaissait sur le bout des doigts la composante du commandement militaire algérien. Par conséquent, avec lui, on ne va pas jouer, on ne va pas chercher à le manipuler. Et c'est pour cette raison qu'il constitue un véritable danger pour ce régime politico-militaire qui n'accepte pas les hommes qui les connaissent, parce qu'eux, ils agissent toujours à l'ombre, qui n'acceptent pas les hommes dont la probité morale est intacte et dont l'intégrité morale aussi est intacte. Ali Ardili est le seul général à être en prison, non pas pour vol, non pas pour abus de confiance, non pas pour corruption, non pas pour malversation financière. Il est en prison parce qu'il représente un danger réel pour ces militaires qui dirigent derrière le rideau tout un pays pour le mener vers la catastrophe. Mais ceux qui ont dit Hicham Aboud a été donné au cours de son procès. Hicham Aboud, par rapport à la lettre qui a écrite donc en 2018, bien sûr qu'il a titré Lettre à nos aînés. Sa lettre était publiée en 2018, je pense que c'était le mois de mars. Est-ce que vous pensez que c'était le tournant, Hicham Aboud,
parce qu'il y avait un acharnement du clan, si on peut dire, du clan Feu Gaïd Saleh. Mais est-ce que Rdiri faisait partie d'un autre clan aussi? Non, on ne peut pas dire que Rdiri faisait partie d'un clan, parce que s'il y a un clan auquel on pouvait, c'est-à-dire accoler le nom de Rdiri, c'est celui de Toufik Nzar qui était en guerre avec Gaïd Salah. Or, aujourd'hui, ce Toufik Nzar ont fait sortir de prison tous leurs acolytes, à commencer par Djebar Menna. Général Hassan, qui a purgé sa peine de 5 ans, il lui organise un procès en cassation pour qu'il soit par la suite lavé de toute accusation. Melzi, qui a purgé 3 ans et après on annule sa peine, tous leurs pions et tous leurs affidés ont été libérés. Rdiri donc n'avait aucune relation avec ni Toufik, ni Nzar, ni Gaïd Salah. Le cas de Rdiri pose le problème des électrons libres. Rdiri agit en électrons libres. Il n'est ni avec tel clan, ni avec tel autre clan. Et ça, c'est très difficile à vivre en Algérie. Je sais ce que c'est par expérience, puisque tout ce que j'ai subi comme problème depuis que j'étais en Algérie, c'est parce que je ne me suis appuyé sur aucun clan, et aucun clan n'acceptait, ne pouvait composer avec moi, sachant que je suis un homme libre. C'est le cas de Rdiri. Il a cette, excusez-moi, cette image de Bouaza, elle est très mal placée ici, parce qu'il fait partie des gens qui ont mené l'Algérie vers le chaos. Et cet homme, c'est un véritable ennemi de l'Algérie. Il a joué avec des clans, il a voulu jouer pour lui-même. C'est pour ça il est en prison, bien sûr. Il est en prison actuelle. Pour revenir à Rdiri, donc, cet homme, d'abord, il les connaît. Deuxièmement, il est intègre. Il est d'une probité morale intacte. Donc, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Maintenant, pour ce qui est de l'interview, et non pas l'article de mars, non, c'est l'interview. Il y a 5 questions dans cette interview qui gênaient Gaïd Salah, parce que Gaïd Salah ne savait pas lire. Il ne sait ni lire ni écrire. Niveau CE2. Il n'a pas compris le message de Rdiri. Et d'ailleurs, au cours du procès, on demande à Rdiri s'il demandait à l'armée d'intervenir. Il dit non, jamais demandé à l'armée d'intervenir. C'est-à-dire qu'on voulait lui coller cette étiquette de putschiste. Or, le bonhomme, il n'a rien à voir avec ça. Et c'est cette interview du mois de décembre 2018 dans laquelle il a fait un exposé de la situation de l'Algérie. 2 mois plus tard, on a vu le résultat sur le terrain. Ce n'est pas Rdiri qui a fait bouger les Hirak. Au contraire, parce que ça bouillonnait, et ça a fini par exploser. Rdiri avait demandé à ce que le régime prenne des choses, prenne les devants pour éviter toute explosion. Et il leur a demandé de quitter la scène pacifiquement, tout simplement. Et là je le cite, Hicham Aboud. Je reste convaincu, écrivait-il 3 mois avant le début du Hirak, que vous êtes les seuls, tant qu'il est encore temps, à pouvoir changer le cours des choses avant que le feu ne prenne. Je vais revenir à vous, Hicham Aboud, parce qu'on a été rejoint par Karim Tabou, qui est avec nous depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Ahlan wa sahlan, massa al-khair. Bonsoir Nassar, bonsoir c'est Hicham. Très heureux de participer à ce débat. Merci beaucoup, Karim Tabou. Très heureux aussi de vous avoir dans cette émission. Karim Tabou, comment vous avez pris donc cette prolongation de la prison pour Ali Rdiri, pardon, j'essaie de retrouver mes mots, de Ali Rdiri. Comment vous avez donc reçu cette condamnation, une double condamnation entre guillemets si on peut dire,
Mais aussi, avant de vous donner la parole, Karim Tabou, on va juste écouter les déclarations de Ali Rdiri juste au début du Hirak. On l'écoute. وعتب على كلمة حراك. أنا بالنسبة لي ثورة ليس بحراك. وثورة امتداد لثورة نوفمبر، امتداد لبيان نوفمبر الذي نص حرفيا وضمنيا على جمهورية ديمقراطية اجتماعية. وقلت أن أبانا وأجدادنا حققوا المرحلة الأولى هي تحرير البلاد بالسلاح. ضيعت الجزائر 1.5 مليون شهيد، ولكن أخفقوا في بناء الدولة الديمقراطية. قلت هذه الثورة أتت كامتداد للثورة الأولى لتحقيق ما لم يحقق، أي تحرير الجزائر وإعطائه صفة المواطن. صفة المواطن أنه يكون كلمته حرة، أن يكون عدالة، أن تكون مساواة، أن يكون يعيش بما تعطيه البلاد من خيرات. هذه هي. طيب. Ça, c'était les déclarations de Ali Rdiri qu'il a qualifié le Hirak de vraie révolution. Karim Tabou, je vous laisse la parole donc. Tfadal Sikar. Enfin, je dois commenter deux questions distinctes, différentes. La première, c'est le verdict qui a été prononcé. Mais au-delà de son aspect technique, le procès en lui-même soulève la question de fond. Parce que nous avons un général et nous avons un appareil judiciaire. Toute la caricature est que nous avons l'image la plus simplifiée de la crise politique que vit le pays. Une justice aux ordres et le général, d'une manière générale, qui occupe la place importante dans le jeu politique et le système politique algérien. Mais 3 exemples sont emblématiques quand on parle des généraux. Le premier exemple, c'est l'exemple de Khaled Mzar, général, ancien ministre de la Défense, qui fut condamné, je pense, si je ne me trompe pas, à 20 ans de prison. Il avait même lancé des appels à une rébellion depuis l'Espagne. Absolument. Et puis par la suite, il a été reçu en grande pompe avec des salutations militaires à l'aéroport d'Alger. Vous avez cet exemple-là. Vous avez un deuxième exemple, c'est le général Belhadid qui a donné une interview importante au journal Watan. Et par la suite, il a eu beaucoup de difficultés. Il était malade. Malgré cela, il a été emprisonné dans des conditions très dures, très difficiles. Et par la suite, après la mort de l'ex-chef d'état-major, il a été également envoyé pour des soins d'urgence à l'étranger et à son retour, il a été reçu par des salutations militaires au niveau de l'aéroport. Le troisième exemple, justement, de ces exemples emblématiques, c'est le cas Rdiri. Et à travers ce procès-là, nous allons comprendre et conclure d'une manière très simple que la justice algérienne reste une justice soumise aux ordres et que d'une manière générale, le pouvoir judiciaire, censé être indépendant, séparé des autres pouvoirs, vous constatez bien que ce n'est pas le cas. Donc, nous avons la preuve matérielle qu'en Algérie, nous ne sommes pas la démocratie, nous ne sommes pas l'état de droit, nous ne sommes pas un pays où il y a une justice, nous sommes dans la dictature au sens propre du terme. Et puis, le cas Rdiri, comme beaucoup de cas de généraux ou d'hommes politiques. Au fait, le pouvoir, quand il se retrouve face à des hommes
ou à des femmes politiques ou autres qui portent des projets, ça a toujours constitué un problème. Souvenons-nous de Mohamed Boudiaf. Il avait un projet, même si on peut ne pas être d'accord avec lui. J'en suis un des militants qui n'a jamais été d'accord sur la manière dont il est devenu chef de l'État, les décisions qu'il avait prises et qu'il avait validées et qui sont prises par les militaires de l'époque, etc. Mais Mohamed Boudiaf avait un projet, avait une vision. Souvenons-nous de son idée de dissoudre l'UFLN, de créer un mouvement républicain, etc. Et le sort de cet homme fut tout simplement l'exécution de son froid. Peut-être il y a d'autres raisons. Et même à l'intérieur du pouvoir, comme à l'extérieur du pouvoir, c'est-à-dire dans l'opposition, le pouvoir a toujours consommé, eu des problèmes avec les hommes qui portent des idées, qui portent des projets. Quant aux potiches, quant aux gens qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'étoffe intellectuelle, eh ben ils seront promus aux postes les plus importants parce que ils ne menacent pas, ils ne constituent pas une menace ni un obstacle au maintien du pouvoir et donc à la réalisation des objectifs du pouvoir. Donc à mon avis, le procès d'Orderi, au-delà de son aspect un peu théâtral, hein, moi j'ai vécu un peu cette histoire à 2 jours de ma libération. Je suis à 5 heures du matin, je me fais sortir de ma cellule et on m'informe que j'ai un procès. Je suis sous escorte de la gendarmerie, de Saïqa et de la police et du DRS, etc. J'arrive sur un tribunal. Et ben j'étais condamné et on venait de prolonger mon incarcération de 6 mois. Bon, là, sur le plan des procédures, tout le monde s'était indigné, les avocats, etc. Mais ça n'a pas changé grand-chose dans la décision de ceux qui considèrent que ce pays, c'est leur bien et que la justice n'est qu'un moyen à travers lequel ils gèrent les affaires de ce pays. Donc, voilà le résumé d'une manière générale sur les conclusions qu'on peut tirer. Personnellement, je ne suis pas ni dans les secrets, ni d'un accès quelconque aux informations quant aux positions des uns par rapport aux autres. Nous sommes bien d'accord que une des caractéristiques du système politique algérien, c'est qu'il est constitué de groupes d'intérêts, parfois de cartels, de clans, mais d'une manière générale, jusqu'à présent, je n'ai pas personnellement entendu un clan quelconque du pouvoir proclamer les principes de la démocratie, les principes du droit, les principes de l'état de droit pour trouver de l'intérêt à s'acoquiner avec les uns contre les autres. Bien au contraire, on a enraciné et d'une manière perpétuelle, continue dans la tête des gens, d'une certaine élite, l'idée qu'il y a des conflits internes et que les seules alternatives possibles seraient de s'acoquiner avec les uns et contre les autres. Et on a eu une élite politique pendant toutes ces années qui s'est acoquinée avec le DRS, croyant que le DRS pouvait être le protecteur, leur protecteur, et puis de l'autre côté les autres. Mais nous oublions, certains oublient, qu'au fait, au fil des années, après tant d'années d'expérience politique, nous sommes bien d'accord qu'il y a eu des islamistes qui étaient avec le pouvoir et qu'il y avait des islamistes qui étaient contre le pouvoir. Il y avait, soi-disant, des démocrates autoproclamés qui étaient avec le pouvoir, mais il y a eu bien des démocrates qui étaient contre le pouvoir. Donc, au fait, le pouvoir, c'est un réceptacle de tous les intérêts, de toutes les factions qui travaillent pour un seul et unique objectif, assurer le maintien. Aujourd'hui, d'ailleurs, la meilleure lecture à faire de ce qui se passe dans ce pays, c'est le maintien. J'essaie d'expliquer aux gens, aux amis, aux militants, dans nos interventions, lorsqu'on a une possibilité,
Ce n'est pas l'équipe nationale qui cherche du football, qui cherche le maintien. Ce n'est pas la JSK qui cherche le maintien. Ce n'est pas le vendeur des oignons qui cherche le maintien. C'est le pouvoir tout entier qui est en train de jouer le maintien. Maintenant, nous devons être capables de mener les combats, de mener cette lutte pour ne plus donner la chance à ce pouvoir de se maintenir, quelles que soient ces intrigues, ces manœuvres, ces calculs. Donc l'essentiel... Quand vous parlez, Karim Tabou, quand vous parlez de maintien, qu'est-ce que cela veut dire? Le maintien du régime, le maintien de Tebboune pour un deuxième mandat? Est-ce que vous pensez que cette condamnation de Ali Rderi ou cette prolongation de sa condamnation est liée à ce deuxième mandat, comme beaucoup d'observateurs le disent, Karim Tabou? Probablement, mais je pense qu'il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit, que les vrais décideurs s'accommodent bien de ces administrateurs improvisés en politique qui facilitent en tout cas aux cartels, aux vrais décideurs dans ce pays, le maintien. Parce qu'au fait, eux-mêmes sont une diversion politicienne et eux-mêmes est un moyen pour créer toutes les diversions politiciennes. Vous imaginez, pendant entre guillemets, le mandat de l'actuel chef de l'État, d'une certaine manière, on a été, par la contrainte, obligé, contraint de gérer cycliquement des crises, des manœuvres, des diversions, depuis la crise du lait à la crise de la pomme de terre, à la crise de la liquidité monétaire, à la crise de ces femmes qui piquent les enfants, à la crise de l'oignon, à la crise de l'automobile. Mais le pouvoir s'accommode bien de ces bureaucrates, de ces administrateurs improvisés en politique qui continuent de faire dérouler le théâtre, qui assurent le maintien. C'est pour cette raison nous devons dans nos débats, et je pense que le Magharibia joue un rôle important et elle doit encore le jouer davantage, remettre le vrai débat, remettre les gens dans les vrais débats. Parce que si nous nous laissons entraîner dans les luttes de clans, dans les luttes des personnes, dans la recherche de tous ces détails-là, on va oublier, on va nous glisser vers un terrain sur lequel nous ne pouvons pas jouer parce que nous ne sommes pas de bons joueurs. Le terrain de l'intrigue, de la manœuvre, de la manipulation, de la corruption, etc., nous ne sommes pas vraiment qualifiés pour ce terrain. Par contre, le terrain politique, le terrain des idées, le terrain des rappels historiques, le terrain dans lequel nous pouvons expliquer aux gens que finalement la crise de 63 et les victimes de 63 et les victimes de 80 et les victimes de 88 et les victimes de 90 et les victimes de 2001 et les victimes actuelles sont les victimes d'un même système qui a su créer de faux clivages en jouant sur les régionalismes, en jouant sur la violence, en jouant sur les manipulations politiciennes, en essayant de créer des clivages idéologiques, mais l'essentiel pour le pouvoir, organiser une élection, amender une constitution, faire une opération politicienne, tout est fait pour assurer son maintien. Nous devons accepter et être intelligents pour comprendre cela. Après la suite, certainement chacun dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'il peut faire. On va revenir sur la question aussi de la suite, Karim Tabou. Restez avec nous. Hicham Aboud, vous avez entendu l'analyse de Karim Tabou. Tout est fait pour assurer le maintien de ce régime. Qu'est-ce qu'il a fait Ali Rderi pour vous, pour mériter donc cet acharnement, entre guillemets? Est-ce qu'il était porteur de projets, comme vous l'avez dit au début de l'émission, mais aussi
c'est une personne qui est sortie de l'institution militaire. Sa famille est dans, son fils et sa fille sont dans l'armée. Sa famille aussi, je pense que son frère aussi est dans l'armée. On l'a fait, son procès a duré jusqu'à 3 heures du matin. On a tout fait pour l'humilier, Hicham Abu. Alors, pour lui, faut dire qu'il est issu d'une famille révolutionnaire. Mais avant toute chose, je tiens à saluer chaleureusement Karim Tabou. C'est un plaisir de participer à une émission en sa compagnie. Donc, pour Alir Dili, il est issu d'une famille révolutionnaire. Son papa est un ancien moudjahid. Il a 3 enfants dans l'armée. Il a 3 enfants, ce sont des officiers supérieurs. Il a un frère colonel qui est en prison depuis le mois d'août. On lui a monté une cabane. Ça, les gens ne le savent pas. Ben voilà, il faudrait qu'on le dise. Alir Dili est en train de subir l'arbitraire. Qu'a fait Alir Dili pour mériter tout ça? Alir Dili a accordé une interview au quotidien Al-Watan pour exprimer une opinion. Cette opinion est garantie, la liberté de l'opinion est garantie par l'article 50 de la Constitution. Alir Dili a exprimé cette opinion dans un journal, donc la liberté de la presse est également garantie par la Constitution. En dehors de cela, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? On a essayé de lui monter aussi une cabane en l'accusant d'intelligence avec force étrangère. Puis bon, ils ont vu que c'est cousu de fil blanc, c'est trop gros comme couleuvre, c'est pas facile à avaler. Et donc, on s'en est arrivé à entreprise à fragiliser le moral de l'armée. Est-ce que vous pensez qu'une interview dans le quotidien Al-Watan, dans laquelle un homme, général ou pas, exprime une opinion, ça peut fragiliser le moral de l'armée? Eh bien, cette armée pour laquelle on dépense 18 milliards de dollars par an pour son armement, pour son entretien, et elle n'apporte rien du tout en contrepartie, si son moral est si fragile que cela, eh bien, on n'a que faire de cette armée. Le commandement de cette armée doit rentrer chez lui. D'ailleurs, c'est un commandement grabataire. Ce sont des vieux schnorrs qui refusent de rentrer chez eux. Et il n'y a qu'à voir l'âge de Shengeliha, de Ben Ali et de tous ces vieux schnorrs qui sont au commandement militaire. Ça fait une honte de les voir en face de leur père étranger. Donc, Alir Dili, s'il a quelque chose à lui reprocher, c'est d'avoir bravé et défié un commandement militaire qui veut continuer à gérer la vie politique algérienne par des hommes incapables, incompétents et qui n'ont même pas le courage de s'afficher. Ils veulent gérer derrière le rideau en ramenant des marionnettes, tel le cas de Tebboune. Donc, le problème d'Ordili est là. Ils veulent continuer à gérer, et comme l'a dit Karim, ils ne veulent pas quitter, ils veulent se maintenir, ils jouent le maintien. Mais la question, Hicham Aboud, la question qui est importante à poser, ça c'était du temps du feu Gaïd Saleh. Et on sait les rivalités qu'il y avait entre Gaïd Saleh et Toufiq Nezzar. Karim même a rappelé ce qu'a fait Nezzar depuis l'Espagne, qui a appelé, entre guillemets, un coup d'État de l'armée. Et même, il a été condamné à 20 ans de prison en son absence. Comment il a été traité? Pourquoi donc continuer à s'acharner contre Alir Dili? Mais je vous l'ai dit, c'est très simple. Alir Dili, je l'ai dit au début de l'émission, n'appartient à aucun clan. Pour preuve, le clan de Gaïd Salah avait la même mise de son vivant, donc Toufiq était en prison, Djebbar Menna en prison, Nezzar condamné par contumace, son fils également, et puis même il y avait des affaires de droit commun contre Nezzar et son fils. Une fois Gaïd Salah parti, il reste le produit de Gaïd Salah qui était bon, auquel est venu s'acoquiner un Shengeliha
pour jouer le parrain, parce que Tebboune a besoin d'un parrain, il ne peut pas agir tout seul. Donc, Chengriha vient et encore règlement de compte. Erdiri n'appartient ni au clan de Nzar, ni au clan de Gaël Salah, il est au milieu, et j'ai dit son problème, c'est que d'abord, c'est un électron libre. Deuxièmement, il n'appartient à aucun clan. Deuxièmement, c'est un ancien officier qui était à la tête de la direction des ressources humaines pendant 15 ans. C'est-à-dire qu'il les connaît tous par cœur, il connaît leur cursus, il connaît leur parcours, il connaît comment ils fonctionnent, ces gens-là. Alors, et il vient les défier, les braver pour se porter candidat à la magistrature suprême, ils ne pourront jamais le lui permettre. Et d'ailleurs, la fraude électorale, je l'ai dit, a commencé le jour de son procès en appel. Et d'ailleurs, le procès en appel, c'était prévisible, ils allaient le maintenir en prison. Et d'ailleurs, tellement il leur fait peur, Rdiri, une fois qu'il aura purgé sa peine de 6 ans, c'est-à-dire en 2025 quand il sort, il sera frappé de 5 ans de privation de ses droits civiques et politiques. Mais c'est quoi cet acharnement? Qu'est-ce qu'il a commis, cet homme? Parce qu'il a accordé une interview à un quotidien national et il est bien clair, c'est-à-dire que c'est un délit de presse. Et il est bien clair que le délit de presse, selon la constitution algérienne, le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. Voilà une violation flagrante de la loi fondamentale du pays. Cette constitution qu'eux-mêmes ont pondue, ils la violent eux-mêmes. Alors quelqu'un qui viole la constitution, qui foule aux pieds les lois, qui ne respecte pas les lois, comment qu'on appelle? Comment qu'on la qualifie autrement qu'un voyou? Et l'Algérie est aujourd'hui entre les mains de voyous qui se jouent de tout, qui ne respectent même pas les lois qu'eux-mêmes pondent, soi-disant, à leur juste mesure. Et pourtant, très rapidement, Hicham Aboud, l'Algérie, bien sûr, a été rappelée à l'ordre, entre guillemets, par le Parlement européen, cette dernière résolution. Votre réaction par rapport à ça? Eh bien, c'est une résolution qu'on attendait depuis longtemps parce que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, le Conseil des droits de l'homme de l'Union européenne, le Parlement européen ne disent rien, n'ont pas branché sur toutes les violations des droits humains que subissent les Algériens au quotidien et à travers tout le territoire national. Maintenant qu'il y a une résolution qui les appelle à respecter tout simplement, ils les ont ni condamnés ni rien du tout, à libérer, d'abord ils appellent à libérer Kadi Hassan, c'est comme si Kadi Hassan n'était pas en prison. Et ils leur demandent de libérer les détenus d'opinion et de respecter la liberté de la presse. Ce sont une résolution raisonnable et réelle. C'est-à-dire, ce qui se passe en Algérie, c'est réel. Et quand on voit cette levée de bouclier des affidés du pouvoir pour dire qu'il y a ingérence, que l'Algérie est un État souverain, oui, l'Algérie est un État souverain, ça ne veut pas dire qu'une bande de voyous dispose du peuple algérien comme elle l'entend. Un État souverain ne signifie pas que des gens qui n'ont aucune légitimité, ni historique, ni révolutionnaire, ni populaire, viennent faire du peuple algérien ce qu'ils veulent. Non, c'est pas ça la souveraineté. La souveraineté signifie qu'il y a droit au peuple algérien, droit à la liberté, droit à l'expression, droit à la liberté d'opinion. Voilà ce que c'est la souveraineté pour l'Algérien. Et non pas écraser l'Algérien, remplir les prisons de militants et de contestataires, ou bien les condamner à l'exil, ou bien multiplier les condamnations et les mandats d'arrêt internationaux. C'est pas très ça bien. la Restez avec nous, Hicham. Restez avec nous. Karim Tabou, je vais revenir à vous. Si Ali Rdiri subit tout ça, donc qu'est-ce qu'on peut dire, alors que lui, il a dédié sa vie à l'armée, on parle de plus de 40 ans de sa carrière donc, dans cette institution militaire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un civil, d'un opposant comme vous, Karim Tabou, ou d'autres opposants qui essayent donc de changer la donne en Algérie pacifiquement par leur combat politique? Est-ce que ce régime est devenu fou, Karim Tabou?
Karim Tabou? On m'a dit qu'on a perdu Karim Tabou. On va revenir. On va vous montrer cette vidéo, bien sûr, juste pour faire rappeler. Donc, on va écouter, on va regarder cette vidéo. Espérons avoir Karim Tabou très rapide. وباسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أشرف السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم على التنصيب الرسمي للواء مهنا جبار مديرا عاما للتوثيق والأمن الخارجي. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في أول سبتمبر 2022 أنصب رسميا اللواء مهنا جبار مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء عبد الغني رشدي، وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا للقيام ثورتنا المجيدة. Donc ça c'était la nomination de Djabbar Mhenna à son poste. Karim Tabou, je pense qu'il est avec nous. Karim Tabou, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Désolé, on vous a perdu, donc je vous ai posé la question, mais je pense que vous ne l'avez pas entendu. Si on s'acharne de cette façon contre Ali Rdiri Karim Tabou, qui a passé donc sa vie, qui a dédié sa vie à l'armée algérienne, à cette institution militaire, qu'est-ce qu'il en est pour un civil comme vous, un opposant politique, qui essaie de changer donc la donne pacifiquement en Algérie avec tous les opposants politiques, ceux qui étaient impliqués avec le Hirak. Est-ce qu'on est arrivé à un point de dire que ce régime, que ce pouvoir est devenu fou? En tout cas, on ne peut que nous indigner, dénoncer un tel acharnement, un tel harcèlement judiciaire à l'égard de n'importe quelle personne, et surtout quand il s'agit d'une personne qui exprime une opinion politique. Mais en tout cas, retenez la chose suivante. Il y a des gens à qui on pose une question et il répond. C'est parce qu'il a les aptitudes à comprendre la question et il a les aptitudes à répondre. Il y a des gens à qui on prépare les questions et on prépare les réponses. Cela pose le vrai problème de cette engeance de politicard, de cette engeance de carriéristes administrateurs improvisés en politique qui deviennent les instruments de la manipulation, voire de la domination politique. C'est-à-dire que le pays, jamais il a atteint ce niveau de bassesse, de médiocrité. Nous sommes devenus un phénomène à étudier dans l'histoire. Ce pays va être inscrit dans les annales des choses bizarres dans le monde. C'est la réalité, c'est le résultat de la gestion par un système politique qui a considéré que le seul intérêt serait d'assurer un minimum de survie aux Algériens par une logique rentière et assurer les arrières, le maintien du pouvoir pour tirer tous les bénéfices, tous les avantages et toutes les richesses du pays.
face à un système politique qui a une telle attitude, son attitude à l'égard des valeurs, son attitude à l'égard de l'histoire, son attitude à l'égard de la politique, son attitude à l'égard de la jeunesse, à l'égard du temps, est la même attitude qu'il a à l'égard du mchoui et du couscous. Il n'a de souci que la consommation. Qu'attendez-vous d'un tel système lorsque vous imaginez que nous sommes dirigés par un système politique qui a été capable de faire toutes les inepties politiques qui puissent exister. Mais Karim Tab, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, j'aimerais avoir votre aperçu, votre analyse aussi par rapport à la question que vous avez posée. Qu'on doit poser les vrais problèmes, les vrais débats. La question qu'on doit poser aussi, il est où cette élite, le rôle de l'élite face à cette catastrophe, face à cette situation que nous vivons en tant que peuple, mais en tant que pays, Karim Tab. Je voulais juste rajouter un mot, et je reviens à votre question concernant les élites, qu'il n'est pas exclu. En tout cas, il ne faut jamais exclure dans ce genre de situation, dans ce genre de système, que demain, par un truchement de procédure, Ali Rderi peut se retrouver libéré, et on a bien vu des cas comme ça. C'est-à-dire que le problème n'étant pas posé sur le plan des personnes, c'est sur le plan de comment fonctionne le pays. Sinon, Ali Rderi est victime d'un système politique, d'un système judiciaire qu'on connaît tous. Nous sommes dans la dictature. Quant à l'élite, vous savez, il y a c'est même un bon sens lorsqu'on dit la fonction crée l'organe. Lorsqu'il y a la fonction politique, naturellement se créent les organes de la politique, se crée le débat, se créent les partis, se créent les espaces d'expression, se crée l'intelligence, se émerge une pensée politique, des valeurs politiques. Mais lorsque vous tuez la fonction, par voie de conséquence, les organes de cette fonction disparaissent. Donc nous sommes dans un pays où le débat est fermé, l'espace est occupé, et il est interdit, et tout est soumis à la seule logique de surveillance permanente d'un peuple par un pouvoir qui se sait lui-même incapable de gérer le pays en dehors des recours permanents à la violence, à la surveillance du peuple, à la surveillance des élites, et donc ne pas trop faire porter de responsabilité à l'élite qui ne trouve même pas de moyens d'expression. Toutefois, il incombe à nous, modestement, à nous militants, à nous citoyens, à nous qui aimons ce pays, notre pays, à nous qui avons une seule raison de mener le combat, de faire de la politique, c'est le bien-être de ce pays, c'est le bien-être de nos enfants, c'est l'honneur de ce pays qui est en jeu actuellement. Au-delà même de toutes les démagogies, de tous les slogans, l'honneur de l'Algérie est en jeu. L'honneur de notre pays est en jeu. Nous devons être capables de mener ce combat. À défaut de le mener, nous allons être confrontés à nous-mêmes. Il nous livre un combat mafieux. Nous devons le reposer des réflexes de l'honneur et de combat. Merci beaucoup Karim Tabou, merci beaucoup. Je laisse le mot de la fin à Hicham Aboud. L'honneur de l'Algérie est en jeu, est en train de dire Karim Tabou. Je vous laisse le mot de la fin. Tfadal, c'est Hicham. Absolument. L'honneur de l'Algérie et du peuple algérien sont en jeu parce que cette bande de gouvernants n'a aucun souci ni de l'Algérie, ni de son honneur, ni de son avenir. Ils ont pour ce souci leur maintien à la tête d'un État qu'ils ont appauvri, qu'ils ont détruit, parce qu'aujourd'hui l'Algérie n'a plus d'État. Parce que c'est quoi un État? Un État, c'est d'abord des institutions. Est-ce qu'en Algérie, nous avons des institutions? Nous n'avons pas une institution de la présidence de la République, puisque
celui qui occupe ce poste a été propulsé par un canon militaire pour se retrouver à Al-Mouradia et dont l'action est limitée et restreinte à la seule surveillance des lieux. Il n'a même pas le droit de sortir devant le palais présidentiel. Alors, visiter une wilaya ou un quartier d'Alger relève de l'impossible. Donc, pas d'institution de la présidence. Est-ce que nous avons un parlement? Nous n'avons pas de parlement, puisque le parlement, la fraude électorale, sortait aux yeux, et en plus, tout comme la joute électorale présidentielle a été boycottée par le peuple, donc ce qui fait n'a rien à voir avec le peuple, l'élection législative également était boycottée par le peuple. Est-ce que nous avons une constitution? Non plus, nous n'avons pas de constitution, puisque ceux qui l'ont pondue eux-mêmes ne la respectent pas. Et c'est pour cette raison que le peuple algérien a boycotté le référendum sur cette constitution. Donc nous n'avons absolument rien. Nous avons une institution militaire qui est entre les mains d'un commandement militaire assoiffé de pouvoir, incapable de gérer l'institution militaire elle-même, et un commandement militaire incompétent, lâche, parce qu'il n'a pas le courage de s'afficher publiquement et de dire « c'est moi qui gouverne, c'est moi qui dirige ». Merci. Des militaires lâches, ça ne peut que déshonorer l'Algérie. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Hicham Aboud, journaliste militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Karim Tabou, opposant politique, il était avec nous depuis Alger par téléphone. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission.